Et Wissem, service public libre, tu peux nous en dire plus pour ceux qui ne connaissent pas? Service public libre, c'est mes camarades qui ont créé ça, hein, notamment Guess, Redouane et Seb, que je salue au passage. Oui. Tous anciens gilets jaunes constituants. Pourquoi ancien, pas toujours? Ça continue pas? Si, ça continue, mais sous une autre forme. Enfin, ça serait long à expliquer. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais d'ailleurs, je salue tous les camarades gilets jaunes constituants de France. En fait, il y a 2 ans et demi de ça, il y avait une réflexion sur créer un média libre, mais pas que un média. Il y a aussi se donner les moyens en fait de réussir à professionnaliser un petit peu le mode d'action dissident. Oui. Un média activiste, on peut dire ça. Un média activiste, oui. Tout à fait. Donc, donner la parole en fait au véritable service public, parce que nous on pensait qu'à l'époque il y avait un véritable problème dans la parole donnée dans les services publics, donc d'où le nom de service public libre, oui. Et de respecter, nous on partait sur le principe de respecter la charte de Munich. Moi j'ai rejoint mes camarades après, je les ai rejoints plus tard avec... moi j'ai été proposé donc, de faire quelques lives, quelques directs, quelques émissions sur de la réinformation classique, où on invite des invités, un peu comme ce que fait Mike Borowski avec Géopolitique Profonde ou avec Radio Courtoisie. Enfin là nous c'est plus sur le net. Voilà, on a une chaîne YouTube qui est assez simple, hein. Et donc on propose de la réinformation avec des invités, Lucien Cerise, Youssef Indy, enfin voilà, des penseurs un petit peu qui cassent un peu avec la pensée mainstream, et puis de réinformer un petit peu. Alors on fait pas vraiment différent de ce que beaucoup font, mais si tu veux, c'est aussi nous de se faire plaisir et d'apporter un autre regard sur l'actualité. Il y a ça. Le SPL aussi, c'est de temps en temps des reportages et des dossiers. On monte des dossiers, en fait, on fait des dossiers, oui. Des dossiers assez sérieux. Alors évidemment pas de notre source, que nous on n'est pas des spécialistes, mais on fait appel à des gens qui nous donnent des coups de main, et puis on fait aussi nos propres recherches et on monte des dossiers sur des choses que le service public ne fait jamais. Pour faire du travail d'investigation. C'est ça, c'est du travail d'investigation, mais sans l'être, parce qu'on n'est pas journaliste. Ouais. Mais on s'essaye à ça. Tu vois, on s'essaye à ça. Par exemple, tu vois, on a fait un dossier sur le fact-checking. Qui sont les fact-checkers? Voilà, nous on vient fact-checker les fact-checkers. Idriss Aberkane avait commencé le truc, et nous on a continué parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse le boulot. Surtout qu'il y avait les camarades de... Ça voit ça? Ouais, non, c'est un paquet vide. Je comprends parce que ça bouge. Ouais. C'est, tu vois, les fact-checkers s'attaquent énormément aux dissidents actuellement. Alors qu'à la base, le fact-checking, c'est fait tout simplement pour aller vérifier des faits. Oui. Tu vas vérifier, faire une démonstration de faits, etc. Ça a été un petit peu dévoyé. Dévoyé totalement, c'est la chasse aux opposants, la chasse aux dissidents. Et nous, on sortent de la pensée unique. Ouais. Voilà, mais c'est ça. Puis ils s'en sont pris aux camarades de Vigimedia, donc nous, ça nous a pas plu du tout. On s'est dit, attends, on va fact-checker les fact-checkers. Et donc, du coup, là, boum, en faisant le dossier, tu vois, on appelle ça les dossiers du SPL, on a découvert pas mal de choses qu'on n'arrivait pas à trouver dans les bouquins ou dans des sources. Il a fallu batailler. Par exemple, je vais te donner un exemple. Oui. Finalement, on découvre qu'il y a un institut mondial qui donne l'agrégation, en fait, l'agrément à tous les fact-checkers, c'est le Pointer Institute. Et le Pointer Institute est situé aux États-Unis. Et le Pointer Institute, ses financements, c'est l'Open Society et les GAFAM. Bon, tu vois, t'as compris le truc. Il y a un problème, je veux dire, normalement, le fact-checker est censé être indépendant. Tu vois, t'es censé être... tu peux bosser pour une rédaction, pour un journal, mais dans ce cas-là, tu peux pas à un moment donné te différencier de ceux qui te financent. Il y a forcément une idéologie. Eux, il se trouve que c'est très souvent des progressistes, de gauche, soi-disant. Oui. On trouve des incohérences, comme le fait que Libération Check News, tu vois, qui est le principal organe de fact-checking, et ben Check News, le site internet, a été créé par une agence américaine qui elle-même, dans les années 70, a parrainé le général Pinochet. Tu vois, donc parrainé une dictature. Pourtant, c'est censé être un journal de gauche. Donc voilà, que des incohérences comme ça, tu vois. Et... donc on était obligé d'enquêter, tu vois. Là, on a fait de l'investigation, c'est pas notre rôle. Mais tu vois, du coup, on s'exerce un petit peu à ça, et finalement, ça nous donne une petite bouillie assez sympa. Nous, maintenant, on demande que des véritables journalistes fassent ce taf, en fait. Tu vois, parce que eux, c'est des spécialistes qui fassent ce taf d'investigation sur les fact-checkers. Et les fact-checkers sont tous alignés sur la politique européiste, sur une politique pro-OTAN, va-t-en-guerre. Donc là, on n'est plus du tout dans ce que devait être le fact-checking. Et le fact-checking, c'est une invention américaine, tu vois. Oui. Et une invention américaine, en fait, qui nous vient en plus d'oligarques philanthropes. Oui. Donc là, c'est la totale. Open Society, c'est ça ? Alors pas que, il y a un nom que
Non, c'est pas du tout Soros. C'est un Open Society, voilà, Open Society, c'est Soros, mais il y a un philanthrope américain milliardaire dont j'ai plus le nom en tête parce que j'ai pas le dossier sur moi. Oui. Mais j'invite justement tes internautes à aller voir notre dossier, les dossiers du SPL sur le fact-checking. Ouais. Et on remonte la source à un philanthrope qui, dans les années 70, était un des meilleurs amis de Nixon, puis après de Reagan, dans les années 80. Ouais. Et un des amis proches de la reine d'Angleterre. Ce que je te dis, c'est pas des conneries, c'est sourcé. Ouais. Et c'est ce mec-là qui invente le fact-checking dans les années 80. Tu vois, là, quand tu remontes la source et que tu vas de filon en filon, tu dis les fact-checkers se foutent de notre gueule, royalement. C'est tout sauf un travail d'investigation. C'est-à-dire que le fact-checker, normalement, il est là pour remettre en question des chiffres, des statistiques ou des faits qui sont avancés dans des médias. Pour avoir aussi des arguments. Souvent, ça manque d'arguments aussi. Ça manque d'arguments. Et le fact-checker aujourd'hui, non, c'est un chasseur de primes. Tu vois, il chasse le complotiste, tu vois, style un Rudi Redstadt, voilà. Ou un Julien Pain, hein, par exemple. Voilà. Julien Pain qui se fait la prostituée de Klaus Schwab. Ah, c'est magnifique, tu vois. Julien Pain, il oublie un petit peu d'où il vient, tu vois. Et voilà, c'est que des mecs comme ça. Par exemple, t'as le cas de Jacques Pézet, qui est le fact-checker de Check News. Le mec, il a travaillé pour une ONG allemande qui est elle-même financée par Facebook et par Google. Donc là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu vois, c'est que des choses comme ça qu'on trouve. Et donc voilà, on essaie de faire de l'investigation sérieuse. Par exemple, on a investigué aussi sur la problématique des Ouïghours, qui est une minorité, enfin, soi-disant opprimée en Chine. Nous, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes, parce que les Chinois ne sont pas tendres non plus, mais on s'est aperçu en fait que finalement derrière, ce sont les néoconservateurs américains qui ont récupéré la chose pour déstabiliser la Chine de l'intérieur. Et ça, on le source dans le dossier, tu vois. On le source. Il y a quand même des gens opprimés, mais ils sont utilisés par les Américains pour affaiblir la Chine. C'est ça, ça a été le cas avec le Tibet, par exemple, tu vois, Reporters sans frontières qui avait touché des subventions du département d'État américain de la NED, pour déstabiliser en fait et à raconter des fake news sur la Chine et au Tibet à l'époque. Et ils ont fait la même chose avec les Ouïghours, tout comme ils le font avec les minorités russes, etc. Bon, ça c'est typiquement de toute façon de la politique étrangère américaine. Ouais. Donc voilà, tu vois, on essaie de faire des choses sérieuses comme ça. Déstabiliser, ça n'empêche qu'il y a quand même des Ouïghours qui doivent être opprimés, qui sont opprimés. Alors oui, bien entendu, mais c'est pas dans le sens où on croit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très localisé. Oui. Et c'est très souvent dû à des usines en grève, etc. D'accord. Ça a été exagéré, tu veux dire? Ça a été totalement exagéré. Et pourtant, moi, j'étais sensible à la cause ouïghour dans les débuts. Et je me suis aperçu qu'au fur et à mesure du temps, en fait, on se foutait de notre gueule aussi sur ce sujet-là. Ouais. Mais pour ça, il faut que tu fasses de l'investigation, il faut que tu creuses. Et Internet ne suffit pas, Wikipédia ne suffit pas. Là, il faut que tu ailles bouquiner, il faut que tu aies rencontré des gens, etc. Oui. Et donc tout ça, en plus, on le fait bénévolement parce que nous, c'est dans notre temps libre. La plupart d'entre nous, maintenant, voilà, on a repris le travail depuis qu'on a arrêté de militer au sein des Gilets jaunes. Bon, on continue dans l'âme d'être Gilets jaunes. Les Gilets jaunes constituants, vous avez fait des opérations, comme on dit, opérations, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé devant des entreprises. Pour faire réagir des gens, c'est ça? Nous, ce qu'on voulait à l'époque des Gilets jaunes constituants, c'était apporter une certaine méthodologie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on voulait faire comprendre aux Français de manière pédagogique où se situait le pouvoir, où se situaient les problèmes. D'où le fait qu'on nous situait devant la banque Rothschild, le Club Le Siècle, tu vois, la fondation Fondapol, etc. Terra Nova, la fondation Terra Nova. Le Siècle, ils sont situés où? Alors le Siècle, eux, ils sont juste à côté en fait de l'ambassade américaine, derrière. D'accord. C'est à côté du centre, c'est dans le centre interallié et c'est rue, alors je l'ai plus en tête. J'ai plus en tête, voilà, c'est sur la place Concorde, juste à côté, mais j'ai plus en tête la rue. Ça va me venir tout à l'heure peut-être. Donc voilà, c'était de montrer la réalité aux Français qu'en tant que gilet jaune et en tant qu'un mouvement social d'une telle ampleur, il fallait d'abord peut-être aussi essayer de comprendre d'où venait le problème réel. Le problème réel ne s'explique pas que par la Macronie. Il s'explique par une oligarchie qui est réelle, pas fantasmée, hein. Là on n'est pas dans le complotisme, c'est réel, c'est factuel, une caste d'individus qui a vassalisé la France depuis une cinquantaine d'années. Clairement c'était ça notre constat, et on retrouve en tête de gondole les banquiers internationaux. Voilà. D'où le fait de pointer du doigt la banque Lazare, la banque Rothschild qui font ce travail-là de sable depuis très longtemps. Tu parles de responsables, est-ce que pour toi aussi les Français sont responsables, sont-ils complices parce que quelque part il y en a qui disent qu'il faut qu'ils se réveillent. Il y a beaucoup de personnes intelligentes en France et pas mal de Français aussi qui pensent qu'à eux-mêmes. Peut-être que quelque part ils sont pas forcément endormis mais ils s'en foutent quoi. T'as constaté ça ou pas? Je l'ai constaté totalement, je constate tous les jours. Ça en fait, si tu veux, ça me surprend pas parce que le peuple français, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a été, surtout depuis les 30 Glorieuses, a été choyé dans un certain confort. Oui. Et donc, tu sais, quand tu es choyé tous les jours dans un certain confort, que
que finalement ta seule volonté c'est d'acheter ton pavillon à crédit, de partir en vacances en Vendée tous les ans et essayer d'augmenter ton patrimoine familial, tu en oublies que le monde qui t'environne, il faut s'informer. Tu en oublies aussi de comprendre l'évolution de ce monde-là. Et donc quand tu n'es plus à côté de tout ça, tu vas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on te dit. Dans les médias, à la télévision, dans les radios, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, je dirais une bonne partie des Français, malheureusement, et on a fait partie de ceux-là aussi, n'ont pas compris les enjeux réels de ce qui se passe dans notre pays. C'est pas forcément du déni, c'est un manque de volonté pour comprendre vraiment les choses. Et de la peur. Je dirais de la peur. Moi, c'est plus de la peur que je dirais, parce qu'en fait, quand bien même ils se réveillent, tu vois, très souvent, tu vas entendre la même réaction. Ah mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je veux dire, ils sont trop forts. Voilà, tu vois, on est toujours devant ce plafond de verre. Oui, on va te demander à toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Il va peut-être trouver un chef, quelqu'un qui le dirige Moi, j'ai pas de recette magique. Je dirais qu'est-ce qu'il faut, c'est une structure nationale politique de grande ampleur, quasi professionnelle, avec des gens de toute catégorie sociale. Et surtout des hauts fonctionnaires et des gens des corps constitués, parce que sans eux, on ne pourrait rien faire, clairement. Avec une structure nationale forte et une action politique forte. Pas une action politique au sens du parti, mais au sens d'un mouvement. C'est différent. Mouvement et parti, c'est deux choses différentes. Et avec des propositions concrètes pour basculer dans une transition. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont essayé déjà. Tu penses au CNT alors, non? Éric Ciotti, il avait proposé des choses. Après, bon, je ne vais pas débattre de ça ici, mais il a eu le mérite de le faire. Il y a le CNT, il y a tous ceux qui proposaient en fait en gros une transition. Il y a Étienne Chouard aussi qui a proposé de très bonnes choses. Il faut aussi écouter un petit peu les royalistes dans cette histoire, parce que pourquoi pas le retour d'une espèce de symbolique royale. Après tout, c'est l'histoire de France, j'ai envie de te dire. Et puis voilà, puis tu as aussi ceux qui sont pour la démocratie directe comme Étienne Chouard et tout. Oui, la République est très récente. C'est ça, moi personnellement je suis pour l'abolition de la République, je suis le cas, j'ai toujours été franc par rapport à ça. L'abolition du système maçonnique dans son ensemble. Peut-être pas l'abolition de la République. Alors, pourquoi moi là-bas je ne suis pas monarchiste, mais je me dis que ça a une cohérence si tu veux dans l'histoire de France. Ça a une certaine cohérence. Maintenant, pourquoi pas essayer aussi tout ce qui est moi par exemple, tu vois, j'aime beaucoup ce que fait Valérie Bugeaud avec la méritocratie élective, avec les groupements d'intérêt. Ça aussi, ça a du sens, parce que pour le coup, on a un programme quasi clé en main. Tu vois, il y a juste à reprendre le pouvoir en fait et d'appliquer ce que propose Valérie Bugeaud. Je n'ai pas écouté tout ce qu'elle proposait, mais elle dit des choses intéressantes. C'est un système très intéressant. En gros, c'est une alternative à la République actuelle, clairement. Et c'est une alternative en fait au système pyramidal actuel. Voilà. Et par contre, on aura quelqu'un réellement de méritocratique au pouvoir. Il y a quelqu'un qui le mérite, quoi. Tu vois, c'est cette idée de la méritocratie. Et quelqu'un qui peut être démis de ses fonctions rapidement si jamais il dérape, quoi. Aussi, oui, il y a tout un système de surveillance. Moi, je dis pas que le pouvoir rend fou, le pouvoir révèle. Il y a des personnes qui sont mises au pouvoir, souvent sont des psychopathes. Donc on est avec des personnes qui ont été mises au pouvoir par hasard. Je t'apprends rien. Mais il y en a beaucoup qui vont te dire l'argent comme le pouvoir, ça transforme. Je suis pas d'accord en fait avec ça. Je pense que ça révèle beaucoup plus. Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont pas forcément en train de faire n'importe quoi avec non plus. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle parle de méritocratie et moi je suis tout à fait d'accord avec ça parce que finalement tu peux être sans argent, être une véritable crapule et ne pas être compétent. Il y a la question de la compétence. Et tu peux effectivement avoir des moyens, mais qui sont au service réellement du bien commun. Donc en fait, c'est donc la question de la méritocratie et la question de l'éthique. L'éthique et la morale. Que n'en déplaise au peuple français, la morale elle doit revenir. Tu vois, ça c'est... Parce qu'il faut dire la vérité, l'essentiel de nos problèmes aujourd'hui, c'est un manque de morale. C'est simpliste ce que je dis, c'est très simpliste, mais c'est percutant. C'est juste. Parce que si on a une oligarchie, c'est parce que ces gens-là n'ont pas la même morale que nous, visiblement. C'est une morale nihiliste et puis surtout une morale égocentrique. Et c'est ça en fait qui façonne le monde d'aujourd'hui. Donc c'est la morale et l'éthique. Et aujourd'hui, dans la classe politique, nous manquons cruellement d'éthique et de morale. Clairement. Surtout pour éviter la corruption, quoi. Tout ce système qui a été conçu et toutes ces personnes qui se tiennent entre elles pour des casseroles et... Exactement, c'est pour ça qu'on dit le célèbre adage, nous avons le gouvernement que nous méritons. On a le chef qu'on mérite. Si on a un Macron au pouvoir, c'est peut-être parce que nous, on l'a à côté de lui, tu vois ce que je veux dire. On était peut-être dégénérés, tu vois. Je suis pas sûr qu'on mérite tous, parce qu'au niveau des élections, on peut se poser des questions à savoir. Déjà par rapport aux candidats qui passent pas tous à la télévision, il y a une manipulation de fait.
On l'a vu avec Asselineau, avec Cheminade, on l'a vu avec 8 candidats avec sur Philippot, 12 qui etc. passent sur Ouais. TF1, heure de grande écoute. Totalement. Déjà, ils choisissent avant les Français. Ça, c'est pas partir dans des idées exceptionnelles. Enfin, c'est des faits, ce sont des faits. Ce sont des faits, c'est clair. Non, mais moi c'est clair, je pense que réellement elle a été truquée cette élection-là. C'est évident, je veux dire, Macron, il a été réellement réélu avec moins de 20% des voix. Moins de 20% si on prend le ratio. Hein. Par contre, Si on il y en a prend le certains ratio. qui te disent bah, vous avez voté, ça vous êtes reparti pour 5 ans, il faut la fermer. Ouais. C'est un peu formule Oui, café, voilà. comme on dit. Hein. C'est la fameuse représentation, enfin la démocratie représentative qui ne représente qu'eux-mêmes. Il faut savoir que ces gens-là, ils représentent que leur parti politique. Et les partis politiques sont financés par des banquiers. Donc voilà, tu vois, le système, il est huilé, quoi. Hein. Des banquiers qui financent un peu tout le monde aussi. Qui financent tout le monde, n'importe quel camp. Hein. Ça leur pose aucun problème. Le camp du bien, le camp du mal, c'est eux qui le définissent. Comme pendant les heures les plus sombres, pendant bien le sûr. XXe siècle, pendant les grandes guerres aussi. Mais bien sûr, hein, si on prend le cas par exemple des grandes banques multinationales américaines qui ont financé le nazisme et le communisme à la fois, bah tu vois, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On en est là aujourd'hui, quoi. Clairement, on en est là aujourd'hui. Donc l'alternative, puisque c'était pour répondre à la question, Oui. je dirais c'est aux Français de la construire. Oui. Moi, j'ai pas de recette magique. Mais par contre, il faut saluer le travail de gens qui ont bossé là-dessus. Donc une transition, je pense, une transition avec la situation actuelle. Donc un gouvernement de transition, ça se fait beaucoup hein, Oui. dans beaucoup de pays. Ne pas se faire récupérer par des puissances étrangères, ça c'est une des règles d'or. Oui. Et on espère retrouver une France non alignée hein, sur personne, indépendante, souveraine, et qui reprend son destin en main. En dehors de. Enfin, un Frexit pour toi. Totalement. Et Totalement. sortir de l'OTAN aussi peut-être. Totalement. La priorité là, à l'heure actuelle, c'est même pas l'Europe, c'est sortir de l'OTAN tout court. Et vite, très rapidement. Nous ne sommes pas la prostituée de Washington. Là, je parle de la France, pas de la République. La République est la prostituée de Washington, mais les Français ne veulent pas être la prostituée de Washington, ni celle de Davos, et encore moins de Bilderberg. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Et en faisant, Sarkozy nous a remis dans le commandement dans réintégré de l'OTAN depuis 2007, et ça fait de nous une cible légitime du camp russo-chinois. Et légitime, hein. Moi je me mets à leur place, franchement c'est tout à fait légitime. Tu veux dire pour entrer en guerre contre la France quoi. Mais totalement. Là clairement, nous avons commis un acte de guerre. Puisque la France a donné sa bénédiction pour le sabotage de Nord Stream par les Américains. Hein. Ah oui, c'est Seymour Hersh. Ouais, Seymour Hersh, le journaliste américain qui sort beaucoup de choses. Ouais. Voilà, qui a sorti comme quoi les États-Unis étaient les auteurs principaux, on va dire, du sabotage de Nord Stream avec l'aide du Danemark. Et, il n'y a pas la Norvège et de la Pologne. Non Oui, alors la Norvège, pardon, excuse-moi, t'as raison de me rectifier, c'est la Et Norvège. la France aussi alors. Bah, la France, quelque part, si vraiment nous étions la grande nation de la vérité, comme on le dit souvent, pourquoi on ne réclame pas une commission d'enquête sur Nord Stream? Pourtant, on est concerné. Je veux dire, le gaz, la question du gaz, nous sommes concernés. Regarde dans quel état ça met notre pays. On devrait demander une commission d'enquête. Il n'y en a jamais une. Jamais, rien. Mais qui va faire ça on se pose des questions maintenant en France, on se dit opposition, où est l'opposition? Qui va faire une enquête? Qui doit faire une enquête? Bah, en théorie, c'est nos élus, entre guillemets. Oui. On les a pas élus, mais les élus, c'est à eux de réclamer, puisqu'ils ont été mandatés pour ça, hein, pour créer des commissions d'enquête. Il y a ça, il y a le gouvernement qui peut le demander. Bon, ils ne le demanderont jamais, évidemment. Et par contre, nous, citoyens, on peut le demander. Hein. On peut demander une commission d'enquête par pétition, par voie de pétition. Donc, Après, est-ce que ça a des chances d'aboutir? nullement, mais il faut essayer. Qui ne tente rien à rien. C'est comme pour Moi, j'ai ceux envie qui de veulent dire. se présenter. Souvent, ceux qui veulent se présenter aux élections, ils se confrontent toujours au problème de la création du compte bancaire. On leur met des bâtons dans les roues. Il y a souvent c'est un parcours de combattant quoi, pour tenter de représenter les autres, comme certains ont voulu le faire parmi les gilets jaunes aussi. Bah, moi, tu vois, je pars du principe où je ne critique jamais celui qui se bouge pour le bien commun. Même si je suis pas d'accord avec la méthode, on peut pas critiquer un camarade qui se bouge, tu vois, pour le bien commun, pour les autres et pour l'avenir de ses enfants. Donc respect à eux, respect à tous ceux qui ont essayé quelque chose, tu vois, de bien. Même si c'est pas la bonne méthode, respect à eux. Moi, je suis pas de ceux qui crachent dans la soupe et qui voient l'opposition contrôlée partout. Oui, Alors parce que ça aussi, c'est terrible, ça, oui, cette j'ai histoire. entendu qui disait oui, non, c'est pas la peine de faire ça, vous faites comme tout le monde, il faut tout casser, il faut tout péter. Bah, en tout cas, ceux qui disent qu'il faut tout casser, il faut tout péter, on les a pas vus dans la rue. On les a pas vus tout péter et tout casser, surtout pas au bon endroit. À la rigueur, si tu veux tout casser, va casser le forum de Davos. Tu vois ce que je veux dire? Va casser le club Le Siècle, pas de souci. C'est là où est le vrai pouvoir. Mais casser des abribus,
toute façon, quoi Voilà. que tu fasses, de toute façon, même pour toi, je pense. tu seras critiqué, bien sûr, bien sûr, Non, mais bien pas sûr. que ça. On doit savoir qui t'es, tu dois être surveillé, on doit avoir une fiche sur toi quelque part, comme beaucoup qui ont peut-être, enfin, je sais pas. Mais quelque part, il y a aussi des renseignements généraux, des personnes qui sûr, surveillent un petit peu c'est de le voir, prix à payer. qui bougent, qui lèvent la tête, Oui, bien sûr, mais c'est le prix à payer. Tu sais, quand tu t'engages changer dans la ce combat-là, tu sais qu'après tu vas être surveillé, tu sais que tu auras des soucis tôt ou tard. En tout cas, si tu déranges un minimum. Oui. Mais ça, il faut en être conscient, il faut assumer. Il faut assumer, c'est le plus dur, c'est Dans d'assumer. les jeunes constituants, avec vos actions, vous avez sûrement été enregistrés, enfin mis dans une case, dans une boîte, Oui, on bien sait sûr. qui vous êtes, quoi. Bien sûr, je pourrais raconter plein d'anecdotes là-dessus. Ouais. Notamment quand on est rentré dans l'ambassade du Venezuela, où on a demandé l'asile politique et surtout on avait demandé, alors symboliquement évidemment, Oui. mais on avait demandé de l'aide du gouvernement vénézuélien pour troller un peu le gouvernement français, comme quoi les gilets jaunes étaient maltraités, donc avec la question des éborgnés, etc. Et à partir du moment où on est rentré d'ailleurs on a été extrêmement bien reçus par les Vénézuéliens, c'était un souvenir mais magnifique. Et vous entrez comment? Il y a quand même des gens qui surveillent à l'entrée? Bah quoi. oui, mais en fait, on a expliqué, on a parlé au Digicon, on avait expliqué la raison pourquoi. Et en fait, on savait pourquoi il fallait viser le Venezuela, parce qu'ils ont soutenu officiellement les Gilets jaunes. Ah, Il faut savoir que le Venezuela, l'Iran, la Russie, enfin plus le Venezuela et l'Iran avaient soutenu officiellement les Gilets jaunes. Donc on s'est dit, on va aller voir ces ambassades-là. Et du coup, on avait choisi le Venezuela, parce qu'on avait beaucoup d'entre nous, à l'époque, on était un peu pro-Chavez, et on était admiratifs de l'action d'Hugo Chavez au Venezuela. Et on a été extrêmement bien reçus. Et à partir de là, il y avait... vous êtes entré dans l'ambassade? On est rentré dans l'ambassade, on a même les vidéos encore. Et on a il y a des RG, tu sais que les RG ont pénétré les ronds-points depuis le début du mouvement. Tous les ronds-points? Et, La plupart des ronds-points? Les grands ronds-points. Ouais. Et il y a des RG qui étaient venus nous voir, qui nous disaient que ouais, on vous suit depuis longtemps et tout. Ah, ils sont venus. Et puis on vous a commencé à discuter avec eux. Et ça faisait un moment qu'ils nous suivaient. Ouais. Et ils nous disaient, vous savez, on vous a mis sur une échelle de 10, on vous a mis à l'échelle 7. À l'échelle 7 parce que, et on a dit, mais c'est quoi qui a fait qu'on a mis à l'échelle 7? Ah non, c'est pas du tout parce que vous avez été devant Rothschild ou quoi que ce soit. C'est parce que vous êtes rentré dans l'ambassade du Venezuela. Un pays qui n'est pas aligné à la Et ça, politique c'est un étrangère danger, de la France. C'est un danger alors. Donc c'est voilà. ça, pour eux. Ça représente un danger parce qu'il y a une élévation du niveau politique. Tu vois, c'est ça le problème. Tant que les gilets jaunes, en fait, faisaient de la merguez, je caricature sans être méchant, tu vois, parce que moi j'ai un respect vraiment pour tous les camarades. Mais tant que tu dépasses pas la merguez et que tu dépasses pas casser les abribus, tu vois ce que je veux dire? Oui, Et ça les dérange pas, ça. Et bien du coup, tu vois, ça ne dérangeait pas. Mais par contre, ce qui dérangeait, tu vois, c'est justement l'élévation du niveau politique, de conscience politique. Donc forcément, quand tu commences à toucher au mondialisme, au nouvel ordre mondial, à la question de la pédocriminalité, à la question bancaire, des banquiers internationaux et de l'oligarchie, là, ça commence à devenir problématique pour eux. Mais en plus, si ça se traduit par un acte diplomatique, c'est encore pire. Donc c'est de là où beaucoup d'entre nous, on a commencé à avoir quelques petits soucis. Mais bon, rien de grave. On dérangeait pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est une élévation de niveau politique. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça que je peux te raconter. Bon, après, beaucoup de gilets jaunes constituants, d'ailleurs, s'ils nous écoutent, beaucoup d'entre eux, tu vois, ont été fortement amendés. Hein. Il y en a qui sont sortis d'entre nous des 6-7 000 euros d'amende. Et on attendait un geste des avocats qui devaient aider les gilets jaunes. On ne l'a jamais eu. Et on était très déçus à ce niveau-là, des avocats qui nous avaient donné des promesses qui sont restées en l'air. Donc on s'est démerdé par nous-mêmes. Voilà, donc plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un souvenir, c'est un sacré souvenir. Et puis ça nous a aidés pour la suite. Est-ce que quelque part vous êtes passé après au service public libre parce que vos actions aux gilets jaunes constituants, ça vous a occasionné des problèmes, des amendes, des choses comme ça? C'est pour ça que ça Non, s'est pas arrêté, du tout. ou... Pas du tout. Ça continue ou pas? Non, ça continue. Il y a des camarades actuellement qui continuent les gilets jaunes constituants. constituants. Non, mais ils continuent. Hein. Il y a les gilets jaunes constituants continuent d'exister. Pour toi, ça s'est arrêté? Ils le font. Moi, ça s'est arrêté, mais pas dans notre âme, tu vois. On est gravé par ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'appelle de mes voeux à une réunification de tous les constituants de France. Ben, ça, après, c'est un autre débat. Parce que depuis le début de cette aventure, les constituants, ça a commencé quand, en 2018? Ça a commencé en fait début 2019 exactement, pour 2019, être précis. Ouais. Au début, tu étais avec les gilets jaunes dans les manifs. C'est parti du 91 de l'Essonne, exactement à Montlhéry. Moi, au début, j'étais sur le rond-point de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui était le plus proche de chez moi à l'époque. Et j'ai été dans ce rond-point-là. Et puis après, j'y voyais pas, tu vois, d'intérêt. C'était juste du blocage. Après, j'ai rencontré deux camarades. Hein, c'est avec eux qu'on a confondu
cofondé pardon, les Gilets jaunes constituants. C'est deux autres camarades qui vont... Voilà, et je les ai rencontrés d'ailleurs dans une manif de Sylvain. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait les manifs Gilets jaunes, on a fait l'acte 1, acte 2, acte 3. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai bifurqué à un moment donné à l'acte 3, acte 2 ou 3, acte 3, vers la manif de Sylvain qui était devant les médias, parce que j'avais envie de voir ce qui se passait et tout. Ouais. Et je voulais voir s'il y avait d'anciens camarades de la dissidence que j'avais connus des années avant. Et du coup, c'est là que j'ai fait leur connaissance, et après, c'est parti, quoi. On a commencé à faire du rond-point, notamment le fameux rond-point de Montlhéry dans le 91. Et après, en fait, on a eu une réflexion assez approfondie, où on a déduit en fait que finalement, peut-être que c'était par un changement constitutionnel qu'on pouvait arriver à quelque chose. Bon, c'était une erreur absolue, maintenant je m'en rends compte. La Constitution, finalement, c'est pas par ce biais-là qu'il faut passer. D'où le fait de Gilets jaunes constituants, parce que mes deux autres camarades étaient très empreints de l'idéologie d'Étienne Chouard. Oui. Voilà. Moi, je voulais surtout en terminer avec la République. Et je voulais une transition rapide politique. Ouais, c'était ça un peu ça mon idée pour moi s'il devait y avoir un changement. Il fallait pointer les vrais problèmes. Donc du coup après on a cofondé les Gilets jaunes constituants et on a commencé notre première action symbolique, donc début 2019, devant la banque Rothschild pour montrer aux Français la réalité de quel était le vrai problème, la nature du problème. Et de là c'est parti en fait. On s'est mis à créer plusieurs groupes dans plusieurs départements. On a eu les Gilets jaunes constituants du Nord, de Toulouse, d'Île-de-France, du 91, du 93, du 75. Voilà, c'est comme ça qu'est partie l'aventure. Et vous, c'est 91 ? Et nous, c'était à 91 à l'époque. À 91, est sorti mes camarades. Et depuis cette date Thibaut, Camtar, c'était le 94. Enfin voilà, on avait... Depuis cette date, vous avez découvert un peu ce qu'était la France, non un peu plus. Conscience de beaucoup de choses, un peu comme les enquêtes que vous avez faites. Bah en fait, on savait déjà certaines choses, que beaucoup d'entre nous étaient déjà dans la dissidence. D'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau en fait, on s'est rendu compte de pas mal de nouvelles choses qui avaient évolué en fait. Comment l'oligarchie avait évolué en peu de temps, en très peu de temps. Tu me dis depuis 50 ans, mais il y en a qui reprennent aussi depuis même la Révolution française. Mais là, depuis 50 ans, ça s'est accentué alors. Bah en fait, si tu veux, oui, moi je te dirais que la véritable cause c'est 1789 et notamment l'arrivée des anglo-saxons, des banquiers anglo-saxons et de la franc-maçonnerie, clairement qui ont façonné la République d'aujourd'hui. Mais concrètement pour les Français d'aujourd'hui, ça leur parle pas ça. Par contre, si tu leur parles de l'après De Gaulle, quand De Gaulle est évincé en mai 68, qui est pour moi la première révolution colorée de l'histoire en France, c'est un avis après, tu vois, que tout le monde ne partage pas forcément, eh bien depuis... Ce n'est plus les gaullistes qui sont à la tête des hautes institutions comme le Quai d'Orsay ou autres, ce ne sont que les néoconservateurs. C'est-à-dire que les néoconservateurs américains ont fait une percée en France. Et donc ils ont façonné les hauts fonctionnaires, ils les ont manipulés, corrompus. Et maintenant, tu peux être sûr que depuis, on va dire, surtout depuis Giscard d'Estaing, et ça s'est accéléré avec Sarkozy, Sarkozy en fait a mis le coup d'épée final, tu vois. Et depuis Sarkozy, on a une politique totalement alignée sur Washington. Et c'est d'ailleurs Sarkozy et Hollande qui ont abandonné la défense européenne. Parce qu'à la base, les Européens étaient d'accord pour s'émanciper de l'OTAN et créer une défense commune européenne, tu vois. Et De Gaulle, lui, il n'en voulait pas de tout ça, donc il s'est fait éjecter alors pour toi. Il s'est fait éjecter pour plusieurs raisons. De Gaulle, il s'est fait éjecter d'une parce qu'il voulait, que comment dirais, l'économie mondiale soit adossée sur l'or, tout comme Kennedy. On a bien vu ce qui s'est passé pour les deux, que ce soit pour De Gaulle ou Kennedy. Donc ça, premièrement, c'est ce qui l'a éliminé du mondialisme. Ensuite, la deuxième chose, c'est que De Gaulle, il voulait quand même une France forte et souveraine. Là, on avait en face de lui ce qu'on appelle le marxisme culturel, tout ce qui avait été théorisé dans les universités américaines et allemandes. Et tous ces gens-là, en fait, comme Bendit, Dany Le Rouge, voilà, voulaient une France de la jouissance suprême, il est interdit d'interdire. Là, on est dans la libération de l'homme autoritaire. Tu vois, on était dans les débuts en fait du programme mondialiste, c'est-à-dire détruire les familles, détruire la relation homme-femme, etc. Et c'est sous De Gaulle que tout ça s'est fait. Donc De Gaulle, il a subi la triple attaque, si tu veux, du mondialisme. Et donc beaucoup ont compris, même en 68, que c'était pas forcément ça, parce qu'il y a beaucoup ont comme repère 68 pour dire c'était déjà une révolution, il faut refaire 68. Alors, il y en a qui vont te dire qu'il y a 3 mai 68 différents. Tu as le mai 68 social, il est vrai qu'il y avait des soucis, ça on peut pas le nier, qu'on a amélioré des choses sur le point de vue social, c'est vrai. Mais sur les... Je crois qu'il faut
Mais sur les autres points, quand tu regardes bien, ça a totalement été... ça a totalement été... Dévoyé, enfin ouais, ça a totalement été dévoyé. Et que De Gaulle ne voulait plus s'aligner. Il ne faut pas oublier qu'aussi, l'acte fondateur qui ont fait qu'ils ont dégagé De Gaulle, c'est que De Gaulle s'est retiré de l'OTAN en 66. Donc tu vois, preuve en est, on a des traces des anciennes bases de l'OTAN en France. Par exemple, tu vas à Châteauroux, à Déol, l'aéroport de Déol à côté de Châteauroux, c'est une ancienne base de l'OTAN. Tu vois. Et donc, tu as encore les vestiges de ça. Et je pense que c'est l'acte vraiment qui ont fait que les Américains ont créé la déstabilisation nécessaire. Et d'ailleurs, preuve en est, qui a succédé à De Gaulle? C'est Pompidou. Et Pompidou, pour qui il bossait? Ancien directeur de la banque Rothschild. Voilà. Tu vois, il y a une cohérence en fait. Il y a une cohérence dans comment l'ennemi en fait a construit notre histoire récente. C'est important de le savoir. T'as toujours aimé l'histoire, toi? Pardon? T'as toujours aimé l'histoire? Un petit peu. Disons que si tu veux l'histoire, tu es obligé de la connaître. Si tu connais pas ton histoire, tu connais pas ton présent, et surtout tu connais pas le futur. Enfin, tu peux pas prospectiver sur le futur. Donc ça, c'est important, sinon on se fait avoir. Clairement, on se fait avoir. Mais oui, 1789, bien sûr. C'est évident. Et quelque part, est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais de tes journées ou de ta vie ou dans quoi tu... Moi j'ai repris le boulot après l'arrêt après fois, avoir quitté les constituants. Moi j'ai repris le travail. J'avais un boulot avant des gilets jaunes parce que la chance que j'ai eue, c'est pendant les gilets jaunes, j'étais au chômage. Donc j'avais du temps. Là j'ai plus le même temps. C'est quoi? J'ai plus le même temps. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants. De quel domaine? Non, je suis éducateur. Je suis éducateur spécialisé dans ce qu'on appelle une MEX. Donc c'est un foyer pour des jeunes qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, qui sont envoyés par une ordonnance de juge. Donc c'est des adolescents avec des grandes difficultés. T'es un communicant, t'es souvent là à parler à des jeunes alors, non? C'est parce qu'il t'a aidé déjà, et longtemps que tu sais parler avec... Pas forcément, c'est l'envie, c'est la détermination, tu vois. Quand tu es passionné par ce que tu fais, même si tu n'as pas les compétences, tu vas les acquérir avec le temps. En permanence en train de faire des efforts pour apprendre, voilà pourquoi. Il faut évoluer, il faut rester humble, c'est la chose la plus importante. Il faut évoluer. Il faut évoluer parce que le monde bouge, donc si tu ne fais pas l'évolution, ça va être compliqué. Donc on a repris une vie normale et après c'est difficile d'avoir du temps libre, honnêtement. Très difficile. Et par rapport aux politiques, la sélection à l'ENA avant elle était plus éthique, non? Il fallait avoir un esprit très complexe et une vraie expérience de vie. Ça a changé aussi par rapport aux politiques, non? Par rapport à l'ENA, j'ai pas compris. Par rapport à l'ENA, il y avait beaucoup plus d'éthique avant, non, par rapport aux politiques. Je sais pas. C'est la faute. Je pense pas. Non, l'ENA n'est pas un problème. Au contraire, l'ENA, j'ai envie de te dire, si la morale et l'éthique revient massivement dans le monde politique, l'ENA, au contraire, c'est un atout. C'est un atout parce qu'on aura des gens compétents pour le bien public et pour le bien commun. Aujourd'hui, en fait, on a détourné la fonction de ces gens-là pour une autre idéologie mondialiste, s'aligner sur Washington, sur Bruxelles. C'est ça le problème. Donc en fait, on a affaire à des traîtres à la nation. Tu vois, on n'a pas affaire à des gens intelligents comme une certaine époque qui vraiment menaient la France vers plutôt un avenir assez radieux. Là aujourd'hui, non, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont formés, ils sont détournés en fait de leur fonction première par une idéologie qui les transverse, et puis qu'ils ont choisi d'ailleurs d'eux-mêmes. Tu parles de hauts fonctionnaires, il y en a qui parlent d'état profond, mais c'est un peu pareil, non? Alors non, parce que c'est trop fort. Les hauts fonctionnaires font partie de l'état profond, les hauts fonctionnaires à la solde du mondialisme. Des personnes qui restent, qui ne sont pas élus, qui ne sont pas là juste pour 4 ou 5 ans. Oui, parce que je vais te donner un exemple. Par exemple, tu prends Asselineau et Cheminade, c'est des hauts fonctionnaires de formation. C'est l'ENA. C'est l'ENA, mais pourtant ça n'a pas fait d'eux des corrompus. Par contre, les autres, personne ne leur a mis le couteau sous la gorge. Ils ont choisi librement d'être Young Leader de la French American Foundation, d'aller à Davos, etc. et de trahir les Français. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je veux dire, on a tous le choix en fait. On est libre de nos choix. Maintenant, quel choix on fait dans la vie? C'est soit tu fais le choix d'avoir une vie saine, une vie qui a du sens, et tu penses faire société avec tes concitoyens. On appelle ça le bien commun. Ou soit tu penses à tu deviens individualiste, tu as une idéologie qui va plutôt vers quelque chose où tu n'en as rien à foutre en fait du bien commun, et ce qui compte c'est l'idéologie que tu sers. Et ben aujourd'hui c'est ça le combat en France en fait. Et ces gens-là, ces hauts fonctionnaires de l'État profond, et l'État profond, il n'y a pas que des hauts fonctionnaires, il y a ce qu'on appelle des valets serviles, vraiment les gens de petites tâches qui font le rôle de servile, on passe à servile, et puis ce qu'on appelle les oligarques. Alors qui sont les oligarques? Très souvent les gens pensent que oligarques c'est les riches, pas forcément. Tu peux être riche, ça ne suffit pas d'être oligarque. Être oligarque,
c'est avoir les chaînes du pouvoir, les commandes du pouvoir. Et les commandes du pouvoir, c'est pas que l'argent. Les commandes du pouvoir, c'est le contrôler et le détruire, cet argent. Donc les banquiers. Ouais. Donc pour moi, les oligarques sont les banquiers internationaux. Ils ont le pouvoir sur la création de la monnaie. Voilà, ils ont même le pouvoir sur les capitaines d'industrie, parce qu'un capitaine d'industrie comme Arnaud, ou comme Pinault, ou comme Xavier Niel ou Bouygues, ces gens-là qui les financent, qui leur a donné ce capital-là, ce sont les banquiers. Ou Drahi, on a souvent parlé de Drahi qui était fortement endetté et qui continue. Mais Drahi n'est pas un oligarque. Enfin, Drahi, c'est un oligarque, mais à petite dose. C'est des Non, banques. les vrais oligarques, c'est qui? C'est Jacob de Rothschild à Londres, si tu es à Londres. C'est la famille Rockefeller. C'est deux noms classiques que tout le monde connaît. Mais ce sont eux les oligarques, tu vois. C'est les Lazare, c'est les Dupont. Quand je dis Dupont, c'est la marque américaine, c'est pas les Dupont français. Voilà, Des ce sont personnes ces qui gens-là. trahissent les Français. La France et les Bien Français. sûr, bien sûr. Et là, Je parle pas de la République, hein. l'oligarque a ce pouvoir-là d'amener toute une caste, de la corrompre et de l'amener en fait vers leur idéologie. Et leur idéologie, c'est le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, c'est pas le nouvel ordre mondial fantasmé sur Internet. C'est-à-dire, c'est une caste qui structure une gouvernance globale de la planète où il n'y a plus d'État-nation, il n'y a plus de frontières. Il y a un gouvernement supranational, on va vers ça actuellement. C'est ce que disait Sarkozy. Voilà. On ne pourrait pas l'empêcher. Mais c'est ça, voilà. Exactement. C'est ça ce qu'on appelle l'état profond. C'est tout ce qui va en fait vers ce mouvement-là. Voilà. Et là, tu as de tout, fonctionnaires, valets serviles, journalistes, éditocrates, techniciens. On parle de technocratie aussi en ce moment, tu vois. Et tu as les plutocrates, ouais, les riches. Mais les riches, eux, ils alimentent, ils financent tout ça, tu vois. Mais celui qui a la finance de la finance, c'est le banquier international. Forum économique mondial. Voilà à peu près. Quoi. Alors, qui peut sauver la France? Peut-être une nouvelle Jeanne d'Arc ou... J'ai fini pour dire. Ça dépend comment tu vois les choses. Si tu es croyant, Ouais. tu sais que la France, elle a un rôle à jouer. On va dire sur le plan de ce qu'on appelle la fin des temps, etc. Elle a un rôle à jouer. Ça, c'est dans l'eschatologie catholique. Après, dans l'eschatologie musulmane ou autre, c'est un peu autre chose. Mais la France, elle a un rôle à jouer, clairement. Et une nouvelle Jeanne d'Arc, je ne sais pas, mais la résistance à la tyrannie actuelle se fera par un homme charismatique. Ça, j'en suis sûr. L'homme, une femme. c'est eux, les citoyens. Je pense qui plus à un homme ont charismatique. décidé de nous, Alors, on peut me malheureusement. traiter de On est misogyne décidé ou quoi que ce soit, mépriser. mais je suis Et désolé, on ce qui va tout incarne faire le pour charisme en retrouver politique, notre c'est l'homme. souveraineté, notre C'est mon avis, hein. liberté, Je peux me tromper. protéger nos Ça ne veut enfants, pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont protéger capables de nos remplir ces enfants de fonctions-là. toutes les injections Mais pour moi, et de ça tous va les être un homme médicaments charismatique dangereux quelqu'un qui était peuvent déjà là. nous injecter. qui était, pourquoi pas, ou qui va arriver. Mesdames Et et qui, messieurs, qui est pas très réveillez-vous. connu. Il y a pas Mais que qui les est entouré, retraites. tout seul, Les il peut gens rien se faire, qui est réveillent, entouré il y a de pas gens retraites, mais il y a eu beaucoup solides, plus grave toutes les années qui passées. méritent, qui ont les compétences Donc maintenant, et qui ont une éthique et une morale nous, on fait irréprochables. partie du collectif Irréprochables. Vigimédia. Normalement, On dans est un juste, pays voilà. digne de ce On nom, n'est pas un média, quand quelqu'un on se est présente juste en politique, tu lui là demandes son comme CV. lanceur d'alerte. Tu dois On est dire là si pour tu es réunir passé les en gens franc-maçonnerie et pour ou pas, leur par montrer qu'il y a exemple. Tu vois. d'autres médias Ça, c'est un truc à alternatifs faire pour plus tard. que Voilà. les médias Jean-Baptiste qui Boussaint. sont qu'on Mais de nous rien, impose merci à 24 toi. heures sur À bientôt. 24. À bientôt. Les médias doivent appartenir au peuple.